E benvenuto a tutti, benvenuto su Buonasera, benvenuto su il mio canale. Voilà, salut Orictes, bienvenue à toi, bienvenue à tout le monde. Ce soir, on va parler de Duomo. Alors attendez, je me permets de faire ça. Les images, c'est bon. Tier list, on est ok. Donc, on repart sur un format de tier list plus classique. Qui va être en 3 parties, ce qu'on a pu faire à la manière des Basileus ou des peuples barbares. Donc encore une fois, c'est moi qui ai fabriqué cette tier list de A à Z, donc j'ai choisi ce que je voulais. Je suis responsable s'il manque des choses ou si ça ne vous convient pas. Et encore une fois, par hasard, ça se joindra très bien à la vidéo Onanisme et découverte qui arrive dans 10 jours à peu près. Donc vous voyez sous vos yeux ébahis les catégories, comme d'habitude il y en aura 5. Donc sur le principe c'est pareil, on sélectionne 30 éléments, puisque c'est le meilleur moyen d'avoir quelque chose de correct au niveau du timing, pour avoir quelques minutes pour parler de chacun. Donc je vais essayer d'être concis parce que entre l'histoire, l'architecture, les éléments à mettre en avant, on racontera bien entendu pas tout. Sur le choix, j'ai pris le Duomo au sens large, parce que le Duomo c'est censé être l'église de l'évêque, la cathédrale. Donc ce sera pas toujours le cas, hein, la plupart du temps oui, mais parfois ce sera une basilique par exemple. Mais en même temps, Duomo pour la tier list, ça sonnait mieux que église ou cathédrale ou que sais-je. Donc voilà, Duomo au sens du bâtiment du culte catholique. On va dire ça comme ça. J'ai pas non plus mis de critères temporels ou quoi que ce soit d'autre, donc c'est vraiment toute l'Italie chronologique et géographique, du nord au sud et du 5e au 20e siècle. Voilà. Donc encore une fois, peut-être que tout le monde sera pas satisfait, mais voilà, vous prenez pas la tête, c'est pas une liste d'érudits. Bon, moi l'Italie c'est un pays que j'apprécie, que je connais un peu, et on va dire que la petite plus-value, encore une fois, c'est de vous donner envie de picorer tous ensemble, et puis ensuite de classer parce qu'on aime bien l'ordre. Voilà. Je pense que ça peut être intéressant parce que le Duomo c'est le cœur de la ville, c'est ce qui donne envie généralement d'y aller au premier coup d'œil, donc voilà, pourquoi pas essayer de donner envie. Et donc encore une fois, comme les autres tier list, humilité, hein, y a des gens qui passent leur vie à étudier ça, c'est leur métier, c'est leur passion. Moi je ne suis qu'un aimable amateur, donc voilà, on va se contenter d'une petite promenade, tous ensemble. Donc j'ai choisi un classement géographique, là où c'était purement alphabétique pour les barbares, là c'est alphabétique mais par région. Donc sachant qu'il y a 20 régions en Italie, y en a quelques-unes qui vont passer à la trappe, puisque fatalement il y a des régions où vous aurez plusieurs Duomo, hein, c'était obligatoire. Alors j'ai quand même essayé d'en prendre le plus possible, je crois qu'il y en a 17 sur 20. Ça a été assez compliqué d'en retenir 30, j'aurais pu le faire sans doute pour la seule Rome, où je crois qu'il y a, je sais plus, 800 ou 900 églises. Donc voilà, j'ai parfois dû en mettre quelques-unes qui sont moins connues, en retirer d'autres, de façon à pouvoir un peu équilibrer la chose. Voilà, j'ai choisi en fonction de certains critères qui font que on pourra s'étonner de l'absence d'un tel ou tel Duomo, mais voilà, il y en a qui sont obligatoires, et puis d'autres que l'on peut enlever, soit au profit d'une région pour qu'elle soit représentée, soit au profit d'une époque, soit au profit aussi d'une architecture un peu particulière, voilà, pour avoir un petit peu, on va dire, un panachage. Et puis, j'ai choisi aussi une grande partie que j'ai pu voir, hein. Je crois que dans la liste, il y en a plus de la moitié que j'ai pu visiter. Et je pense qu'on fera une deuxième édition l'an prochain, parce qu'il y a matière, et que voilà, je pourrais comme ça corriger un peu des manques. Il n'y aura pas de matériel bibliographique pour celle-ci, je n'en ai pas spécialement. Par contre, je vais essayer d'envoyer de la photo. Je crois que j'ai pas loin de 240 images, je vérifie sur OBS, j'en ai 240. Voilà, pile poil. Donc c'est pour vous dire que j'ai bossé quand même un petit peu la chose, et que je vais essayer d'illustrer un petit peu tout ça avec quelques images qui vous permettront de voir un petit peu de quoi on parle. Alors, commençons. Donc vous le voyez, alors elles sont pas dans l'ordre sur le... Mince, ça je... Merde. Je ne l'ai pas fait, je pensais l'avoir fait, mais j'avais pas vu qu'elles étaient pas dans l'ordre. Alors je prends juste une seconde pour les mettre dans l'ordre de traitement
de ces dernières, au moins pour les 10 premières, je vais faire ça. Ensuite, je le referai de mon côté, il n'y en a pas pour très longtemps, vous inquiétez pas. Je suis désolé, j'ai fait le con, comme disait l'autre, et j'ai pas fait attention. Je pensais l'avoir fait, il y a longtemps, et finalement j'ai dû me dire que je le ferai juste avant la présentation, bah j'ai zappé. On est bon, on en a déjà 6. Après viennent ceux-là, il faut que je les trouve, bougez pas. C'est écrit en petit en plus, fait chier. Pourquoi je les vois pas? Bon, c'est pas grave, je passe sur celle-ci. Ensuite, tac, hop, Saint-Pierre, Saint-Paul. Et il me manque... Voilà, c'est bon, parfait. On est bon pour les 10 premières. J'essaierai de penser à refaire le classement pour pas que ça nous le fasse 2 fois. Allez, on est parti. Donc on va commencer, comme vous voyez, par Atri. Alors, je vous mets les images. Tac, diaporama. On est bon. Faut que je fasse la transition. Donc, est-ce qu'on voit où est Atri? Oui, c'est entouré en rouge. C'est pas très visible. Je crois que c'est juste au-dessus de Pescara. Je crois qu'après, j'ai essayé de faire ça de façon un petit peu plus visible pour que vous puissiez voir la chose. Donc, on commence par une région que je ne connais pas. Et par une cathédrale que je ne connais pas. Donc nous sommes dans les Abruzzes, à Atri. Hein, on commence en douceur, tranquillement, même si les premières, fatalement, sont toujours un peu plus difficiles à classer. Donc Atri, c'est une petite commune des Abruzzes de 10 000 habitants. C'est une ville très ancienne, italique, hein, de fondation vraiment très ancienne. C'est une ville qui a connu des temps assez difficiles au Moyen-Âge et qui va refleurir à partir du XIIIe en tant que ville d'abord gibline puis guelfe. Donc le Duomo, hop. Donc le Duomo, il est construit, vous le verrez comme beaucoup, sur des ruines romaines. La crypte recèle encore les citernes des anciens thermes. Elle est là où avait été élevée, à partir des matériaux récupérés sur les ruines romaines, une première église. On a une seconde, Santa Maria Assunta, qui va lui succéder au XIe, qui est un petit peu plus grande, qui est sur les bases de la cathédrale que l'on voit, mais qui était un petit peu moins haute. On a ensuite une troisième reconstruction qui a lieu en 1223. Et Atri, elle est récompensée de sa position guelfe par le pape. Elle est faite diocèse en 1251, donc d'où le Duomo. Et on se rend compte ensuite que la reconstruction de 1223 a posé des colonnes qui étaient trop fines pour des arcs qui étaient trop larges, et donc le bâtiment menaçait ruine. Et donc on a une nouvelle reconstruction que vous voyez là, qui est entamée en 1260 par des architectes locaux, qui est terminée en 1284, et vous voyez donc la nouvelle cathédrale telle que nous la voyons, un petit peu plus haute, à 3 nefs, avec ses lourds piliers de soutien. Le clocher que vous voyez derrière, sur l'image, qui est au campanile, peu importe, on utilisera les deux, c'est pas très important, qui fait 56 mètres de haut, il n'est achevé qu'en 1502. Au cours des siècles, l'église elle va être dotée d'œuvres d'art par les ducs d'Atri, et elle va être restaurée une première fois en 1824 avant de devenir monument national. Je vais vous mettre l'intérieur, hop. Et elle a ensuite de gros travaux de réfection qui sont faits au XXe, de 54 à 64, qui vont transformer un petit peu son aspect intérieur. Il y a beaucoup d'éléments qui sont déplacés, beaucoup qui sont supprimés parce qu'ils étaient détériorés. On a un presbytère qui va être surélevé pour qu'on puisse voir les mosaïques romaines. Et quelques erreurs qui sont commises. Le temps, à cette époque-là, des restaurations était peut-être faisait moins attention au matériel de base. Et donc on va avoir de nouvelles restaurations qui vont être faites de 2003 à 2008. Et puis à quelques autres occasions, parce qu'il y a eu quelques tremblements de terre, comme vous le savez, dans les Abruzzes. Je vous remets la façade. Donc on voit, vous voyez cette imposante façade qui est en pierre d'Istrie. Vous voyez le portail assez majestueux avec ses colonnes et chapiteaux. Ils sont une importante représentation du gothique dans la région des Abruzzes. On voit aussi, alors même si on le voit assez mal puisque l'image est petite, mais on voit la lunette qui comporte une fresque du XVIe. On voit donc cette rosace à 12 rayons, la niche au-dessus qui contient une statue du XIIIe de la Vierge à l'Enfant. Et au sommet de la façade, vous voyez ces petits arcs là qui datent eux de la Renaissance. Pour le clocher,
Alors donc vous voyez on va dire la base, le clocher à plan carré, sans doute terminé au début du XIVe, en 1305, et donc qui est complété en 1502 par cet octogone, comme on dit, cuspidé, donc en forme de pointe. Vous voyez là, c'est bien, je trouve, la différence de ton entre la base carrée du clocher et le petit ajout qui est différent dans le style et aussi dans la pierre. Il a cet aspect différent et on voit assez bien la double construction, si on peut dire. Alors l'intérieur, il est assez classique, vous l'avez vu, comporte plusieurs fresques du Moyen-Âge. Il y avait une rencontre des trois vivants et des trois morts de la fin du XIIIe. Vous y avez aussi un baptistère de 1503 avec une structure assez originale en baldaquin et tout un ensemble d'œuvres d'art qui prendrait des heures à détailler. On y trouve aussi, on l'a dit, les vestiges des thermes romains et des structures adjacentes. Vous y avez aussi, hop, je vous le mets là, cet hôtel avec ses voûtes peintes qui sont aussi remarquables. Mais l'œuvre la plus célèbre, ce sont les fresques qui décorent les murs. Je vais vous les mettre là. Les murs, les colonnes, les voûtes du chœur, c'est plus d'une centaine de fresques d'Andrea Adletio qui sont, on va dire, parmi les grandes expressions artistiques de l'Italie centrale et du gothique tardif, pré-Renaissance, on va dire, dans les Abruzzes. Ce sont des fresques qui sont créées entre 1460 et 1480. Des fresques assez simples qui retracent la vie de Jésus avec une visée d'édification des masses, hein, comme la plupart du temps. Voilà. Voilà donc pour ce premier Duomo, qui est à la fois une basilique et une co-cathédrale, hein, pour être précis. Vous avez aussi derrière le cloître, hop, que je vous mets là. Le cloître qui est lui du 15e. Voilà. Donc, alors, faut pas que j'oublie. Hop. Et hop. Donc on va commencer doucement. La co-cathédrale d'Atri, on va la mettre en duo-mollusque, hein, on commence tranquillement, on va pas la mettre trop haut. Elle a pour elle cette espèce on va dire, de côté un petit peu massif, cette façade un petit peu carrée, et elle a surtout pour elle, je trouve, elle a la chance d'être dans son jus, au moins du point de vue extérieur, voilà, ce qui n'est pas le cas de toutes. Elle est une vraie représentation, en tout cas dans l'édifice en lui-même, visuellement et extérieurement, une vraie expression du gothique dans les Abruzzes. Voilà pour celle-ci. Donc on a commencé tranquillement, on va passer à la suite. Alors, le diapo, et nous allons à Matera. Hop, voilà, tac. Là je voulais pas non plus enregistré, enfin je l'ai pas non plus mis en petit point, mais vous voyez effectivement ce petit point rouge là à Matera. Donc nous sommes en Basilicate. Alors Matera pareil, hein, je connais pas encore. Voilà, la Basilicate c'est pas la région la plus connue, c'est la région de Matera et de Potenza. On est dans on va dire dans la Grande Grèce, l'ancienne Lucanie. Alors Matera c'est une assez grande ville d'à peu près 60 000 habitants, qui est connue notamment, alors je vais vous les mettre, connue notamment pour ce qu'on appelle les Sassi, les habitats troglodytes qui sont occupés quasiment du néolithique jusqu'à nos jours, hein, jusqu'aux années 50, c'était l'habitat traditionnel des pauvres. Après, Matera c'est une ville du sud de l'Italie, il n'y a rien de spécial à en dire, hein. Domination romaine, byzantine, normande, Anjou, aragonaise, espagnole, napolitaine, enfin voilà, puis italienne, donc une histoire classique de l'Italie du sud du Mezzogiorno. Donc le Duomo, hop, je vous le mets en image ici. La cathédrale, pour l'appeler par son nom, Notre-Dame-la-Brune et Saint-Eustache. Donc comme vous le voyez, elle est construite sur un éperon qui était occupé d'abord par un lieu de culte chrétien antique, hein, on va dire paléo-chrétien, puis par un château normand, et qui a été en plus surélevé de plusieurs mètres, hein, pour la construction, ce qui lui donne cet aspect surélevé un petit peu, qui divise en plus les deux sassis de Matera. Donc la cathédrale en elle-même, elle est érigée à partir de 1230, donc à la demande de Frédéric II, hein, le Stupor Mundi, l'empereur, qui était d'ailleurs comte de Matera. Et elle est achevée
dans son style roman des Pouilles en 1270, à partir de pierres qui sont extraites des carrières du coin. Donc voilà, style roman des Pouilles, on va dire, qui peut être nourri d'influences lombardes et normandes, mais qui reste des influences assez marginales, et qui adopte le nom de Sainte Marie la Brune en 1389, qui est la sainte protectrice de Matera, mais j'avais regardé, dont le nom se perd un petit peu dans les légendes, c'est très difficile de savoir d'où vient cette Sainte Marie la Brune. Et Saint Eustache, qui est un martyr local chrétien du 2e ou 3e siècle, je sais plus, voilà, c'est un nom qui viendra plus tard. Donc pareillement, elle a subi d'importantes rénovations assez récentes, en 2006 et 2016. Ceci étant dit, du point de vue externe, comme d'ailleurs pour Atri, elle n'a quasiment pas bougé. Vous voyez sa rosace à 16 branches, surmontée de Saint-Michel. Vous voyez les 4 arcs qui vont border la rosace, les 12 autres qui sont sous le fronton. 4 et 12, hein, les 4 évangélistes et les 12 apôtres. Je ne sais pas pour le campanile qui fait 52 mètres de haut, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été bâti, je ne l'ai pas trouvé, mais voilà, son aspect peut-être un petit peu différent peut venir du fait qu'il n'a pas subi les mêmes réfections. Quand je vois le style et les arcs en plein cintre à colonne, je pense qu'on est dans une construction qui date à peu près de la même époque. Je le garantis pas, j'ai pas mal cherché, mais j'ai rien trouvé dessus précisément, et j'ai pas forcément le temps non plus de faire des recherches pendant des heures. À la limite, le toit pyramidal est peut-être postérieur, mais voilà, je suis à peu près sûr à 99% pour le campanile et ça, on va dire sa base carrée. Alors l'intérieur, comme beaucoup de duomo, il a été pas mal transformé au XVIIe. Alors bien sûr, le plan en croix latine avec ses 3 nefs, ses 10 colonnes, il est toujours là, mais bon, comme vous voyez, la décoration a quelque peu évolué façon rococo, avec ajout aussi d'un faux plafond peint. Bon, voilà, c'est pas trop mon truc à titre personnel. J'ai pas trop voilà, j'ai pas trop d'appétence pour ce genre de reconstruction, mais bon, c'est comme ça. Et on y trouve aussi un certain nombre de fresques qui sont encore visibles, dont un jugement dernier, qui est l'œuvre de Rinaldo da Trento, qui date du XIIIe. On y trouve aussi l'hôtel qui est dédié à Saint-Jean de Matera avec son sarcophage. On y trouve pas mal de choses. On y trouve une belle crèche en pierre, alors que j'ai pas forcément mise en image, parce que ça faisait beaucoup, mais une crèche en pierre dure qui est assez originale, qui date de 1530. Bon, je vais pas vous mentir, je suis pas forcément fan, je vais repasser comme ça, de ce genre d'intérieur que j'ai enfin, j'allais dire factice, peut-être pas, mais complètement refait, qui transforme vraiment le caractère de l'édifice. J'ai l'impression d'être dans un hôtel à Dubaï avec des stucs et du lambris doré partout, mais au moins l'extérieur, comme à Atri, a été préservé, ce qui va lui donner, à mon sens, eh bien, le même classement, c'est-à-dire que Matera va finir en duo mollusque avec la cathédrale d'Atri. Voilà. Ensuite, bougeons un petit peu, bougeons même beaucoup. Ah, j'avais peut-être pas fait la transition, alors attendez. Bougez pas, tac, tac, voilà. Vous voyez le classement de Matera à côté d'Atri. C'est vrai que ça c'est assez pénible de devoir faire la transition et qu'elle soit pas automatique. Ok, allez, bougeons. Tac. Ah. Alors là, vous le voyez, enfin une que j'ai vue de mes yeux vus, puisque nous sommes en Calabre. Nous sommes à stylo, vous aurez peut-être même le droit à quelques photos personnelles, je me souviens plus. Hein. Je me souviens plus trop des 240 images, j'ai quand même fait il y a un certain temps. Je l'ai fini, cette tier list, il y a peut-être un mois ou deux, je sais plus exactement, donc j'avoue que les images, il y en a tellement que je sais plus. Mais il est possible que j'ai mis quelques photos personnelles. Donc on est en Calabre, à Stilo, petite ville de 2500 habitants, assez récente. En tout cas récente dans le sens où elle est, semble-t-il, du début du Moyen-Âge ou de la fin de l'Antiquité tardive. Ça dépend comment on voit les choses, mais elle semble avoir été fondée par le déplacement vers l'intérieur des terres d'habitants des côtes qui étaient sous la menace des pirates, et notamment des pirates musulmans. Donc démographie limitée pour Stilo, mais lieu important de la communauté italo-grecque au Moyen-Âge, on en reparlera. Ville qui est aussi connue pour les ruines de son château normand, que j'étais allé voir aussi.
Donc voilà, pour situer, comme vous le voyez, vous êtes au début du doigt de la botte, hein, vous êtes côté mérionienne. Je vous mets, hop, la Cattolica di Stillo. Donc parlons de la Cattolica, qui est un des monuments emblématiques de la région de Calabre. Donc Cattolica, pourquoi? C'est que ça vient du grec, ça désigne normalement les églises importantes qui étaient dotées d'un baptistère. Donc sa construction, elle est datée, on va dire, entre le 9e et le 10e, sans savoir exactement quand, mais sous la domination byzantine, et avant la conquête normande. Elle est un des meilleurs exemples de l'architecture byzantine en Italie du Sud, même si là aussi elle a subi plusieurs restaurations. En fait, elle est même plus largement on va dire un trésor de l'architecture byzantine des lieux. Je vous mets hop, l'aspect avant restauration. Donc la première restauration terminée en 1927, elle a éliminé la façade à cuspide que vous voyez. Les deux dernières qui ont été terminées dans les années 80 et 90 ont plutôt permis d'essayer de restituer les fresques et quelques écrits muraux. Et il y en a eu une dernière très récemment, mais je ne l'ai pas vue parce que j'y étais avant. Donc vous voyez la façade, on va dire, avant restauration. Enfin, restauration, c'est même discutable. Et vous voyez donc là la façade actuelle. Ça doit être une photo personnelle pour le coup. Je pense que ça, c'est une photo personnelle. Donc son architecture reste typiquement byzantine. Croix grecque, inscrite dans un carré. 4 colonnes à l'intérieur qui divisent l'espace en 9 parties, avec la partie centrale et les angles qui sont couverts de coupoles, avec celle centrale que vous voyez qui est un petit peu plus haute et un petit peu plus large. Donc là aussi, hein, tout est symbole, hein, les 4 évangélistes aux angles et le Christ au milieu. Voilà, vous aurez essayé, vous l'aurez compris, ou vous l'aurez compris après que je l'ai dit. Donc c'est un bâtiment qui est cubique, qui fait un peu moins de 8 mètres de côté, comme vous voyez, qui a été assemblé à la brique et au mortier, et il est probable, en tout cas les dernières restaurations l'ont montré, que les briques, au vu d'inscriptions qu'on a trouvées, elles proviennent d'un réemploi d'une villa romaine qui devait être proche. Voilà. Et vous voyez aussi qu'elle est pratiquement dépourvue de décorations extérieures. C'est un bâtiment qui est assez austère. Donc l'intérieur que vous voyez là, alors l'intérieur, comme beaucoup de bâtiments byzantins, il joue beaucoup sur la lumière, qui devait, ou en tout cas qui était censé mettre en valeur les fresques qui recouvraient à l'époque tous les murs de l'église. On trouve aussi dedans dans une cloche qui est du 16e, parce qu'en fait c'est la date à l'époque de l'époque où l'église a été convertie au rite latin. Parce qu'on oublie, ça me rappelle une vieille discussion sur Discord, mais on oublie que le mouvement de la contre-réforme à la suite du Concile de Trente a eu des effets nombreux et parfois inconnus, et c'est le cas de, alors j'allais dire l'offensive catholique en Italie du Sud contre ce qui avait subsisté du rite grec. C'est un peu exagéré, mais on y reviendra. D'ailleurs, il y aura l'an prochain un dimanche historique sur cet aspect-là, mais il subsistait encore des petites poches, effectivement, de rites grecs qui vont être éliminées, mais ça ne veut pas dire que c'est un pur combat religieux. À l'époque, les évêchés grecs sont déjà soumis à Rome depuis très longtemps, depuis la disparition, en fait, de la domination byzantine. C'est plus un problème de liturgie qu'un problème purement de confrontation religieuse. Donc vous voyez ici des fresques. Il est d'ailleurs possible aussi, je ne l'ai pas dit, mais que l'église ait été convertie en mosquée pendant quelques temps, puisque les musulmans ont eu la main mise sur la zone pendant assez peu de temps, mais ils ne l'ont pas détruite. Et on trouve quelques inscriptions arabes sur une colonne. Voilà. Colonnes d'ailleurs qui sont toutes différentes, puisque réemploi de temples grecs et romains adjacents. Donc les fresques que vous voyez là, elles ont été réalisées en plusieurs phases entre le 10e et le 15e, ce qui explique déjà des différences de style, mais aussi une absence de continuité thématique entre elles. On trouve un peu tout et n'importe quoi. On trouve, je vous l'ai mis là, un Christ Pantocrator, on y trouve un Basile de Césarée, on y trouve des évêques, des soldats, voilà, et pas mal de trucs aussi qu'on ne reconnaît pas vraiment, mais voilà, il n'y a pas d'unité on va dire, à la fois de style et de l'expression de ce que veut transmettre la fresque. Donc voilà, c'est quand même un magnifique site qui est inscrit, je crois me rappeler, au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un témoignage de la culture
italo-byzantine, on va dire du haut Moyen-Âge ou du début du Moyen-Âge central, dont on n'a finalement pas tant de traces que ça, alors que ça a eu une présence et une empreinte très importante. Encore une fois, on en parlera l'an prochain. Alors pour le classement de la Cattolica de Stillo, je vais me retenir de la mettre tout en haut, mais moi j'y suis profondément sensible, hein, et je trouve que c'est vraiment des bâtiments qui ont au-delà du charme qu'ils ont, il y a cet appel de l'histoire. Voilà, vous connaissez mon appétence pour l'histoire de l'Empire romain d'Orient, donc fatalement, hein, la Cattolica di Stillo, par son histoire, par le fait qu'elle est préservée, mais aussi, on va dire, par ce caractère unique. Parce qu'il n'y a pas que, voilà, le classement il est multiple, ça n'est pas que mon goût, il faut reconnaître aussi une certaine unicité du bâtiment, en tout cas dans le Mezzogiorno, et il y a quelque chose quand même de très spécial avec la Cattolica de Stillo, donc je me permets de la mettre un petit peu plus haut. Le bâtiment lui-même n'a pas effectivement le côté imposant, le souffle qu'on peut avoir dans, on va dire, l'art roman tardif ou l'art gothique, mais elle a vraiment ce particularisme-là qui va lui permettre d'être un petit peu plus haut, à mon avis. Voilà. Et ça n'est que mon avis. Continuons. Transition. Alors, pour les plus, comment dirais-je, les plus connaisseurs de la géographie italienne, ils verront à peu près où l'on est. Nous sommes à Amalfi, donc en Campanie. Alors, un Duomo que je ne connais pas. Amalfi, je pense que tout le monde connaît, c'est une petite commune de 5000 habitants que j'apprécierais beaucoup d'aller voir si elle n'était pas victime du surtourisme qui doit rendre ça très très pénible. Je vous mets Amalfi. Voilà, c'est sûr, c'est très joli, hein. Amalfi, ça a été un important, même très important port jusqu'au milieu du XIIe à peu près. Ça a été une des premières cités marchandes d'Italie, jusqu'à sa conquête par Pise, et son déclin fatalement, qui sera en plus accentué par un raz-de-marée au XIVe, je crois. Donc voilà, qui dit ville de commerce, même pendant un temps, dit fatalement ville riche, ce qu'elle a été, ça c'est une certitude, et une des premières. Donc le Duomo que vous voyez là, donc la cathédrale Saint-André-l'Apôtre, en bon français, elle a été bâtie à partir du Xe par un duc d'Amalfi, à côté d'une autre église qui était déjà existante, qui est devenue après, enfin en tout cas qui est aujourd'hui le musée diocésain d'Amalfi, à laquelle elle va être reliée, puis disjointe après, du XIIIe au XVIe, avant de subir au cours des siècles pas mal d'interventions. Elle va passer d'espèces de double église à 6 nefs, puis 5 parce qu'on va mettre un cloître, tout ça dans un style arabo-normand, à complètement autre chose au fil du temps. La plus importante modification étant assez récente, je vous mets, vous le voyez là, l'aspect que vous voyez très différent de Saint-André-l'Apôtre au milieu du 19e. Ça, c'est une peinture du milieu du 19e, donc vous voyez vraiment que la façade est très très différente. Et donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a cette différence-là ? Eh bien parce que en 1861, on va avoir une large partie de la façade qui va s'effondrer sous l'effet du vent. On va donc commencer, on va en profiter pour commencer une immense rénovation stylistique qui va permettre en large partie d'effacer les stratifications ultérieures, Renaissance et baroque. On va démolir les portiques, les chapiteaux, les corniches, pour essayer de retrouver le style originel de l'édifice que l'on a vu juste avant, mais qui n'est pas l'édifice originel non plus. On a essayé avec cette reconstruction qui est achevée au bout de 30 ans, en 1891, de se rapprocher de ce que l'on connaissait de l'édifice jusqu'au 15e, peut-être en un peu plus orné et flamboyant que la façade arabo-normande de base. Donc voilà, proche, mais pas proche. Je vous mets la mosaïque. Donc la façade actuelle que vous avez sous les yeux, elle est du 19e, en espèce de style orientalisant, mauresque, surmontée donc de la mosaïque que vous avez sous les yeux. Je vous remets le Duomo de base, entre guillemets. Le campanile, lui, il est d'origine, il a été érigé en 1180, donc vous voyez les fenêtres à double et triple lancette, l'espèce de tour de couronnement qui, elle, a été mise au siècle suivant, et donc surtout la polychromie de ce couronnement-là,
polychromie des poteries qui forment des arcs gothiques entrelacés et qui a sans doute, pour le coup, inspiré la réfection du 19e, puisque ce couronnement-là, il est d'origine, si l'on peut dire, en tout cas du 13e. Alors, autre chose notable, je vais vous la mettre là, hop, bougez pas, la porte. Donc la grande porte de bronze, qui est de fabrication constantinopolitaine, fabriquée au milieu du 11e, donc signe de la richesse de la ville, hein, mais aussi de la vigueur d'ailleurs des échanges commerciaux avec la capitale de l'Empire. Et il s'agit en l'occurrence de la porte en bronze de fabrication post-romaine la plus ancienne d'Italie. Voilà. Alors on peut aussi noter toutes les marches, hein, je crois qu'il y en a plus de 60 qui mènent au Duomo. Hein. On pourrait dire que c'est le symbole de l'accession au divin, mais j'en ai aucune idée, c'est mon interprétation personnelle. C'est sans doute dû à la configuration de la ville, hein, qui est dans un relief assez tourmenté. Alors l'intérieur que vous voyez là, qui est assez commun à mon goût, remanié dans le style baroque que l'on trouve si souvent, avec un plafond à caisson qui a été ajouté au début du 18e, donc plan basilical, l'ensemble est en marbre qui enserre les colonnes antiques. Et à noter aussi que le maître-autel, c'est le sarcophage de Pierre de Capoue, qui était cardinal et légat du pape. Alors la crypte aussi, il y a une crypte que je vous ai mise en image. Donc la crypte, elle est construite sur le tombeau de Saint-André, hein, Saint-André l'apôtre, le protecteur de la ville, dont les reliques ont été apportées de Constantinople à Amalfi après la prise de la ville par les croisés en 1204. Alors, une partie des reliques, hein, parce que Saint-André, il a le pauvre pépère, comme beaucoup de saints, il a été disséqué en 60 morceaux. Il y a tellement de reliques que le type devait avoir plusieurs têtes et une quinzaine de bras et 250 doigts. Il a même réussi à se retrouver en Écosse pour devenir le saint patron local, mais bon, là n'est pas le sujet. Donc voilà, avec tous ces remaniements... Alors, attendez, je vous enlève les images. Hop là. Voilà. Donc moi, avec tous ces remaniements, cet intérieur, je l'ai déjà dit, qui est loin d'être mon style préféré, ce style excessivement chargé, assez dissonant, je trouve que ça manque d'une certaine harmonie, ça manque d'une certaine élévation. Moi, j'aime pas du tout, pour être honnête. Désolé pour les amateurs, mais moi, on dirait l'église d'un manouche millionnaire en Roumanie, quoi, qui a mis des couleurs et des mosaïques dégueulasses partout. Moi, c'est dernier rang, hein, Amalfi, donc et sans aucun scrupule. Voilà, donc je trouve l'édifice, il transpire le 19e, quoi. Il transpire cette réfection tentée en mettant comment dirais-je, des ornements partout, et ça a une configuration que je trouve malheureusement assez vulgaire. Voilà. Donc je n'apprécie pas des masses le bâtiment, qui a été à la fois extrêmement refait à l'extérieur et extrêmement refait à l'intérieur dans des styles que je trouve pas très heureux. Et encore une fois, ça n'est que mon opinion, et j'imagine que ça donnera peut-être envie de le voir à d'autres personnes. En tout cas, j'espère. Les filles, ça doit être très joli, simplement j'imagine qu'il ne faut pas y aller de juin à septembre. Allez, remettons le diapo. Hop. Ah voilà, là on a la petite flèche pour savoir à peu près où on est, comme ça les gens qui ne connaissent pas la géographie italienne seront un petit peu moins perdus. Donc sachez que nous sommes à Bologne, l'Émilie-Romagne. Là pour le coup je vais pouvoir parler d'édifices vus, parce que je connais assez bien la région. Alors Bologne, je vois pas trop comment vous caractérisez Bologne en quelques phrases, à part vous foutre des photos de vacances et vous dire d'y aller, parce que c'est une ville magnifique. Pour le reste, c'est une ville de 400 000 habitants, à l'histoire tellement riche que ça aurait absolument aucun sens pour moi de vous faire ça en 3 phrases. Mais pour le coup, j'ai pas choisi la cathédrale, le Duomo donc, mais la basilique San Petronio, que je vais vous mettre en image ici. Vous voyez ce magnifique bâtiment, regardez, cette ville superbe. Et pour le coup, une vraie identité, un vrai caractère. Donc la basilique San Petronio, qui est la plus grande de la ville, je crois que c'est l'une des plus grandes d'Italie, et je crois, j'en suis même sûr parce que je l'ai noté, que c'est la plus grande église gothique en briques du monde. Elle est située
En plus sur la Piazza Maggiore de Bologne, qui est la plus grande place de la ville et qui contient les principaux bâtiments médiévaux, donc voilà, aucune raison de s'en passer. De toute façon, je pense que j'aurais pu faire une tier list de Bologne, hein, tellement la ville est superbe. Donc la basilique est un monument assez massif, comme vous voyez, elle fait 130 mètres de long, 60 mètres de large, 50 mètres de haut, donc c'est un beau bébé. Elle est dédiée au saint patron de la ville, San Petronio, qui était un évêque du 5e siècle un peu oublié, qui est revenu en grâce après la découverte de ses reliques au milieu du 12e. Donc la basilique, on commence à la construire en 1388. C'est la dernière grande œuvre dans le style gothique tardif en Italie, à une époque en plus d'immense prospérité pour la ville de Bologne, qui était à l'époque une des plus peuplées d'Europe et qui finalement coincée, on va dire, géographiquement entre Florence et Milan, géographiquement et politiquement, devait leur répondre, puisque nous sommes à des époques de construction massive. Donc la décision de la construction, pour le coup, elle n'est pas ecclésiastique, elle est civile, ce qui explique que ce ne soit pas le Duomo, puisque ce serait un désaveu ecclésiastique. Donc le projet original, il était encore plus énorme, mais vu l'ampleur déjà, le chantier va prendre un temps absolument fou pour de multiples raisons techniques et politiques, et parce que on a aussi de multiples projets d'extension qui n'aboutiront pas. La première pierre, elle est posée en 1390. Les chapelles, elles sont achevées en 1479. En 1514, on prévoit la construction d'un gigantesque dôme sur le modèle un petit peu florentin qu'on commence, mais pour lequel on va ne poser seulement 2 piliers. Il n'empêche que, alors qu'elle n'est pas encore achevée, elle va servir de cadre au couronnement de Charles Quint comme Saint-Empereur, vers, je sais plus, 1530 je crois. Et les travaux ne vont être achevés qu'en 1663. Et encore, on y reviendra, puisqu'ils ne sont pas vraiment achevés. Donc voilà, quasiment 300 ans de construction pour la basilique. Donc vous voyez ici, d'ailleurs je crois que c'est une photo personnelle, je suis pas sûr, je me souviens plus, hein, mais bon, peu importe. Je disais donc, et encore parce qu'elle n'est pas achevée, comme vous voyez la façade n'est pas terminée. La partie inférieure, elle comporte les panneaux de marbre en pierre d'Istrie et marbre rouge de Vérone dans le style, on va dire, toscan de la fin du 14e, et elle est construite, elle est entamée, elle est terminée, enfin non terminée, mais elle est construite jusqu'au début du 16e. Et donc le reste que vous voyez, c'est le matériau en briques de base, et puis les facettes, c'est pour ça que vous avez ces trous qui devaient permettre l'ancrage du marbre. Voilà, donc façade jamais terminée aussi pour cause de disputes stylistiques, de disputes politiques, et puis du manque de financement aussi à terme. Voilà. Donc le clocher de 65 mètres de haut, il a été érigé à la fin du 15e, et il ne déparait pas vraiment dans le paysage, puisque Bologne est une ville de tours, il en reste quand même, encore pas mal. Donc l'intérieur, je vais vous mettre l'intérieur. Voilà. Alors l'intérieur manque un petit peu peut-être de caractère, mais je peux vous assurer que quand vous y rentrez, il y a un élancement vertical assez impressionnant, et surtout sa position qui est nord-sud ou sud-nord, je sais plus, mais en tout cas ça lui permet d'avoir des côtés qui sont toujours baignés de lumière, hein, c'est assez impressionnant. Vous avez un grand nombre de chapelles, vous avez un gigantesque nombre d'œuvres d'art, de fresques, et les plus connues de ces fresques-là sont bien entendu celles inspirées de l'œuvre de Dante, que vous voyez en image, qui ont connu une célébrité aussi récente, puisqu'on a eu quelques projets d'attentats contre le bâtiment, puisque l'une des fresques représente, selon l'œuvre de Dante, Mahomet aux enfers. Voilà, bon là je m'arrête là, on est à la moitié, ça me paraît déjà pas mal. Alors, le classement, bougez pas, hop. Alors peut-être pas tout en haut, mais quand même très bon, parce que c'est un édifice absolument magnifique, dans une ville magnifique, enfin un édifice très impressionnant. L'intérieur manque effectivement peut-être de personnalité, on va dire, il a pour lui ce gigantisme et l'impression vraiment d'envol qui est assez folle. Mais il manque peut-être un petit peu de caractère, et puis on aura
des choses qui me plaisent un petit peu plus tout en haut ou devant lesquelles on est peut-être un petit peu plus obligé de s'incliner. Voilà. Mais ça reste un édifice magnifique et moi je vous conseille fortement d'aller à Bologne, que je trouve une ville superbe. Et riche en bâtiments historiques, enfin vraiment ça fait partie de ces villes dans lesquelles vous pouvez passer quelques jours. Donc, et sachant que c'est un nœud ferroviaire assez important, vous pouvez ensuite aller un petit peu partout dans l'Émilie-Romagne. Et donc, ceci étant dit, parlons encore d'Émilie-Romagne, vous l'avez ici. Nous sommes à Parme, donc un autre Duomo que j'ai vu. Une autre ville difficile à résumer en 2 lignes tellement son histoire est riche. Parme, c'est une ville romaine, c'est une ville ensuite impériale, c'est une ville milanaise, puis une ville papale, avant de devenir un duché, le centre du duché de Parme, qui sera ensuite rattaché à l'Italie par le plébiscite. Parme, c'est une assez grosse ville de 200 000 habitants, je crois. Alors c'est pas la ville qui m'a le plus impressionné, c'est pas le patrimoine architectural le plus riche non plus, mais ça reste assez conséquent. Et puis bon, Parme, la bouffe, culture, enfin voilà, c'est l'Italie quoi. Alors je vous mets le Duomo, voilà. Alors venons-en à ce dernier, qui fait suite lui aussi à plusieurs autres églises plus anciennes. Il est construit à partir de 1060 environ. Et les travaux se terminent assez rapidement en 1074, et la façade sera refaite au XIIe, puis à la fin du XIIIe, pour lui donner cet aspect qu'on a là. XIIIe qui est aussi la date d'édification du campanile juste à côté, qui est érigé entre 1282 et 1290. Donc la façade extérieure est d'origine, avec l'ajout que vous voyez en 1280 du porche. Donc on voit qu'il est un petit peu, j'allais dire rajouté, un petit peu dissonant, avec son arc en plein cintre, ses 2 colonnes soutenues par des lions. Vous avez aussi la loggia et ses fenêtres à triple lancette au-dessus. Avec l'ajout aussi des 3 corniches, avec au milieu la grande fenêtre qui a remplacé ce qui devait être à la base sans doute une rosace. Et puis vous voyez la 3e loggia tout en haut qui suit les versants du toit et qui a ses fenêtres à lancette unique. Je vous ai mis après les lions des colonnes, puisque voilà, on connaît la date de réfection de 1280, puisque le portail central il a une signature et une date de l'auteur. Donc les décorations de la façade, je vous ai mis les lions, les décorations sont animalières, vous avez lions, griffons, oiseaux, qui sont tous des symboles chrétiens. Ce qui me fait penser qu'il existe un livre dont là tout de suite j'ai oublié l'auteur à ce sujet, mais qui est le Bestiaire du Christ, qui est très long. Moi j'ai décroché au bout d'un moment de la lecture, mais c'est parfois intéressant sur les symboles représentant le Christ en animal. Christ juge, Christ sauveur, Christ vainqueur, voilà, le Bestiaire du Christ pour ceux qui seraient intéressés. Je remets le Duomo, hop. Donc le clocher, le campanile est haut de 63 mètres, construit là aussi en style roman lombard, sauf les arcs brisés décoratifs que vous voyez, comment dirais-je, cette espèce de 2e étage, à chaque étage. Avec la pointe qui est aussi plus tardive, qui est ajoutée au 15e avec la statue d'ange qui surmonte le tout. Il est paré en briques apparentes, avec des angles qui sont en marbre. Alors je crois qu'après j'ai mis le plan, mais malheureusement il ressort pas. Non, c'est pas grave. On fera sans le plan, qui est de toute façon assez classique, avec un intérieur en croix latine, avec 3 nefs de 7 travées et une nef centrale un petit peu plus large qui est couverte de fresques du 16e, comme vous le voyez, avec des nefs latérales qui sont décorées de la même façon, des mêmes fresques de la même époque. Et vous avez des chapelles sur le côté qui ont la particularité d'avoir été aussi bien construites par les familles nobles que par les corporations de métiers de Parme, et qui sont toutes aussi richement décorées. Et aussi, intéressant, vous avez... Hop, là on le voyait pas forcément, sauf erreur de ma part, je remets vite fait pour mon édification personnelle, si on le voit un petit peu effectivement, mais on le voyait pas très bien. Vous avez aussi, et là on le voit beaucoup mieux, un dôme sur l'extérieur qui est bien plus tardif, et qui est connu pour sa magnifique décoration réalisée vers 1520-1530, qui représente l'Assomption de la Vierge, pourquoi pas, mais c'est pas encore le cas. Et qui fait à peu près 650 mètres carrés, je vous l'ai mise aussi en image.
ici qui est assez impressionnante. Alors les dimensions de l'édifice en lui-même, elles sont assez classiques hein, pour une église romane du temps. Il fait à peu près, vous voyez, c'était aussi pour comparer par rapport à la basilique de Bologne, mais il fait à peu près 80 mètres de long sur 30 mètres de large. Et vous aurez aussi remarqué, qui est aussi une des raisons du choix que j'ai fait de l'inclure dans cette liste, l'important baptistère, qui est bâti de 1196 à 1270, donc je vous remets l'image du Duomo rapidement. Pour ceux qui ne le sauraient pas, hein, vous avez le baptistère à droite. Je bois un petit coup parce que je suis en train de mourir. Que je n'ai pas pu visiter, parce que comme sur l'image, il était en réfection. Il est alors octogonal, hein, 8 côtés, ce qui est le symbole d'éternité, le 8e jour, la résurrection. Qui a un style assez particulier parce qu'on est entre on va dire le roman et le gothique, c'est un petit peu un bâtiment de transition. Alors je vous remets l'image 40 qui est l'intérieur pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Moi je n'ai pas pu le voir malheureusement, donc vous avez la même vue que moi. Donc intérieur en 16 arches qui comporte une scène peinte pour chacune. Des peintures qui sont datées du 13e. Et les fresques murales sont un petit peu plus récentes, mais elles vont du 13e au 15e, voilà, avec les thèmes habituels, Vierge à l'enfant, Saint-Georges, baptême du Christ, voilà. Donc c'est intéressant aussi, je trouve que, je l'enlève, je trouve qu'elle a un certain style, elle a ce baptistère en plus qui est assez important, bon je trouve qu'il faut remplir les cases aussi, donc pour moi elle va aller au milieu, un duo motivation, question de sensibilité et de goût, hein, moi je la trouve assez sympathique, mais il n'y a pas non plus de caractère exceptionnel. Il y a ce baptistère qui lui rajoute, on va dire, un petit peu de caractère, mais bon, comme j'ai pas pu le visiter, je peux pas non plus le juger sur pièce, mais ça reste un beau bâtiment, après de dimensions assez classiques, voilà, il n'y a pas d'exceptionnalité de la chose. Ok. Alors, passons à la suite. Voilà. Hop. Ah, j'ai peut-être pas... Je pense que j'avais enlevé... Bon, vous voyez, de toute façon, le classement, c'est pas très grave. Voilà, vous voyez, on en est à 6 de classés. Revenons-en à notre diaporama. Hop. Et hop. Voilà, parfait. Alors ici, on va partir... Alors, on est à Ravenne, hein, pour ceux qui ne seraient perdus dans la géographie italienne. On va partir... sur un duo qui ne sont pas des duomos, ce sont deux basiliques que je ne pouvais pas dissocier à Ravenne. Donc Ravenne, on reste en Romagne. En plus, on a de la chance, on en a parlé il n'y a pas si longtemps dans une occurrence d'un livre Éoli. Je vous l'ai dit, tout s'emboîte assez bien par la magie du hasard. Donc là aussi, comme la plupart des villes italiennes, Ravenne c'est assez monstrueux à résumer, hein. C'est une ville... bien entendu romaine, c'est la 3e capitale impériale, c'est la ville de Théodoric, c'est la ville centre de l'exarcat à partir de l'empereur du Basilius Maurice. Et c'est vrai qu'après, cette ville qui compte aujourd'hui, je crois, 150 000 habitants, tombe un petit peu dans l'anonymat au Moyen-Âge, tout simplement parce qu'elle est soumise à des pouvoirs supérieurs, que ce soit le Saint-Empire, la papauté, puis Bologne, puis Venise, puis de nouveau la papauté. En 1509, elle va rester une ville majeure des États pontificaux avant de faire partie du royaume d'Italie en 1861. Alors Ravenne, pour moi, c'est vraiment une ville assez incomparable grâce à ses bâtiments byzantins. Il y a vraiment quelque chose de spécial par rapport aux autres villes italiennes. À part Constantinople, je ne pense pas que l'on puisse trouver ailleurs un aussi riche... patrimoine paléo-chrétien, et cette richesse-là, ça en fait une ville, à mon sens, hein, mondialement spéciale, là où les autres villes italiennes sont superbes, mais elles présentent plus de similitudes entre elles. Même si effectivement vous avez des caractères vraiment très spéciaux, à Bologne je l'ai dit, Florence ne ressemblera jamais à Naples, voilà, c'est une certitude, mais vous y trouvez beaucoup de bâtiments de la même époque, et on le verra à travers les Duomos, certains se ressemblent très franchement. Ont la même inspiration. Ici, vous avez quelque chose de très différent. La 3e capitale, Ravenne. La 3e, pour être précis. Puisqu'après Rome, ça a été Milan et ensuite Ravenne. Voilà. Donc c'est la 3e capitale. Salut Pétain. C'est pas grave, on peut pas tout savoir.
C'est pas très grave de se tromper là-dessus. Encore une fois, l'important c'est de savoir que ça a été une capitale. Donc, passons aux images. Donc, Saint-Vital, je crois que ça c'est une photo personnelle aussi. Vous voyez à l'image qui faisait à peu près 75 000 degrés. Oui, mais on est tous des experts en expertise, il n'y a pas de souci, c'est le contrat qu'on a signé. Donc Saint-Vital d'abord, alors qui est sans doute le monument le plus emblématique de l'art byzantin en Occident, puisqu'elle est entièrement, ou en tout cas quasiment entièrement dans son état d'origine. Un art byzantin en plus assez précoce, puisqu'elle est commencée vers 520 et terminée vers 550, donc on a des éléments qui sont typiquement romains et typiquement byzantins, puisqu'on est dans une phase un petit peu de transition. Saint-Vital étant par ailleurs un martyr du 1er siècle à Ravenne. Donc on va aller assez vite, l'extérieur est assez typique, en briquette avec la coupole surélevée, c'est un modèle assez courant du temps que l'on retrouve à Constantinople, mais c'est intéressant. Pourquoi ? Il me semble que je l'avais déjà dit dans un livre Éolie sur Ravenne, mais c'est intéressant parce que Ravenne, au moment du début de la construction, n'a pas encore été reconquise par l'Empire. La construction, en 520, elle débute à peu près à la mort de Théodoric, ce qui témoigne à la fois du rayonnement constantinopolitain et de la diffusion de la technique. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Alors l'intérieur, voilà, c'est surtout l'intérieur qu'on connaît à juste titre, très aérien grâce aux arcades, à la coupole, aux chapiteaux, et bien entendu enrichi des plus que célèbres mosaïques du sol au plafond, mosaïque du temps, encore une fois, plus tout ça complété par les marbres polychromes, ce qui donne tout un jeu de lumière, ce qui renforce cette espèce d'ambiance mystique. On sait à quel point on maîtrisait la chose à Byzance. Donc les mosaïques les plus célèbres, ce sont bien entendu celles de Justinien et de Théodora. Alors, il subsiste pas toutes les mosaïques, mais c'est la partie la plus connue et la plus impressionnante du bâtiment. Ça devait être encore plus fou quand c'était entièrement recouvert, mais voilà, vraiment rien que pour ça, je vous recommande le voyage. De toute façon, je recommande le voyage en Émilie-Romagne en général, c'est une région superbe. Donc j'arrête là pour parler de la seconde basilique, puisque je vais faire une entorse à la règle en parlant de deux Duomo. Donc vous avez une basilique ici, Saint-Apollinaire le 9, qui est à la fois encore plus originale et moins originale que la précédente, ce qui est très fort. Donc Saint-Apollinaire le 9, ça tire son nom des reliques de Saint-Apollinaire qui ont été transférées dedans à cause des incursions de pirates au 9e. Alors elle est plus originale parce que c'est une construction ostrogothique. Apollinaire de Ravenne, je l'ai pas dit, c'était le patron de la ville, premier évêque de la ville, martyr du 2e siècle. Donc c'est une église ostrogothique, c'est l'église de cour de Théodoric qui est érigée à partir de 505, et elle est moins originale parce qu'elle a été altérée plusieurs fois, d'abord au moment du retour, on va dire à la foi nicéenne avec la prise de la ville par l'Empire en 540, puis il y a eu un tremblement de terre au 8e, il y a eu un bombardement autrichien en 1916, je vous l'ai mis là, vous voyez, donc les Autrichiens au moment de la Première Guerre mondiale ont détruit le bâtiment. Donc voilà, le bâtiment a subi plusieurs réfections. Le portique, je remets la photo d'avant. Le portique que vous voyez donc en blanc, il est du 16e, comme d'autres restructurations extérieures. Le clocher aussi, même s'il a le même style, il est un petit peu plus tardif. Il est construit en briques au 9e ou au 10e, ou en tout cas sur les 2 siècles agrégés. Alors il n'empêche que la façade est d'origine autant que faire se peut, et que, vous voyez, les absides, elles gardent ce modèle byzantin, la grande abside centrale, les 2 absides latérales, on le voit aussi assez bien à l'intérieur, je vais vous mettre l'intérieur, je sais pas, hop, voilà, vous voyez à l'intérieur, séparé par les 12 colonnes en marbre blanc. Alors ça, ce plan que vous connaissez, ou pas, peu importe, mais de basilique romaine tardive, même paléo-chrétienne, donc assez classique. Alors bien entendu, comme son homologue Saint-Vital, c'est pour ces mosaïques qu'on la connaît, puisque comme vous pouvez le voir, le reste de l'intérieur lui a quand même pas mal varié. Ceci étant, les mosaïques ne sont pas toutes de la même époque, même si elles sont toutes du 6e siècle. Alors je vous ai mis, hop, ici, alors on voit pas très bien, je suis désolé, mais c'est très dur d'avoir une image de toutes les mosaïques.
Alors disons que en fait les mosaïques elles ont été refaites parce que ce qui était arien, parce que les Ostrogoths étaient ariens, mais donc ce qui était arien mais pouvait être conservé l'a été, et c'est la bande du bas normalement qui a été redécorée, et on a conservé que le port de classe qui était le port que vous voyez normalement sur la droite de l'image. Non, ça c'est le palais théodorique, donc j'ai mis ça, bah peu importe. Donc on a conservé le port de classe que vous voyez pas là, mais qui est de l'autre côté, et de l'autre côté le palais théodorique. Et tout le reste au milieu a été refait pour coller à la foi nicéenne. Voilà. Donc voilà pour ces deux églises. Oui, c'est une frise. Bah en fait, si tu veux, c'est le mur. Tu le vois sur la photo d'avant, Pétain. C'est ce que tu vois sur les côtés au-dessus des piliers. Ça fait donc tu as la bande juste au-dessus des piliers et tu as la bande entre les fenêtres. Donc ce qui est entre les fenêtres a été conservé puisque ce sont les apôtres et autres saints, donc les deux correspondaient, et en dessous il y avait des éléments qui étaient proprement ariens. Non, mais je t'en prie, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Et quand on n'a pas vu le bâtiment, c'est très dur de se faire une idée, mais en fait, ce sont les murs de l'église au-dessus des piliers. Et t'as la même chose de chaque côté. Donc je remets, hop, tac, le classement. Donc deux églises vraiment très particulières. De l'extérieur déjà ça se ressent, et surtout de l'intérieur, hein, c'est assez incroyable, c'est vraiment une plongée dans l'histoire. Je mets quand même Saint-Vital au-dessus parce qu'elle a été intouchée depuis le 6ème, mais les deux combinés pour moi ce sera duo Mohamed, hein, à côté de Stylo et Bologne. Vous voyez mon tropisme byzantin absolument affreux, je m'en excuse, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, où est-ce qu'on va? Il me semble qu'on va... Oui, fatalement. Bon, on saute le Frioul, parce que j'ai classé, alors t'étais pas là Pétain au début, mais comme je disais, j'ai classé par région, ordre alphabétique, donc le Frioul, je n'ai rien retenu, on verra l'an prochain éventuellement quand je referai un classement des Duomo, voilà, et donc on bascule vers le Latium et la Reine des Villes, hein, Rome. Je pense pas qu'il y ait de besoin particulier de présenter la ville, je ne vais pas vous faire l'affront de parler de Rome quand même, si ce n'est pour dire que on aurait pu faire une tier list entière pour la seule ville de Rome. Alors j'ai fait un choix un petit peu de béotien dans ma recension, mais tant pis, on aura l'occasion d'y revenir pour d'autres. Donc là aussi, ce sont des bâtiments que j'ai vus, même si là pour le coup, je pense que je n'ai pas mis de photos de vacances parce qu'elles sont un peu vieilles et la qualité est pas dingue. Force de dire ça, je me demande presque si j'ai pas plus vu de cathédrales et autres églises en Italie qu'en France. J'hésite à faire la même tier list en France, mais je me sens presque moins légitime pour le faire. Donc, hop, j'avais peut-être pas fait la transition. Donc vous voyez, on est à Rome, hop, et la transition, voilà, le Panthéon, par lequel on va commencer la ville de Rome. Il y en aura 3, hein, de toute façon vous le voyez, vous l'avez vu au classement. Alors par où commencer le Panthéon et comment résumer au plus vite? Alors, on sait qu'il est bâti sous Auguste par Agrippa, sous son 3e consulat, puisque l'on voit encore la dédicace, hein, au-dessus du portique. Le Panthéon, c'est le temple de tous les dieux, alors gloire, autant qu'à celle d'Auguste d'ailleurs. Sauf que, il ressemblait pas tout à fait à ça. Je vous mets le bâtiment dans sa forme, on va dire, de base. Parce que celui qu'on connaît et que, on va dire, ce qu'on voit là, c'est, ce qu'on voyait sur l'image d'avant, c'est le résultat de la reconstruction sous Adrien, puisque le Panthéon, on va dire, original a été détruit en partie dans l'incendie de Rome de 80, puis à nouveau en 110. Donc reconstruction achevée en 125. Il est exceptionnel, on le sait, par la coupole que l'on connaît avec cet oculus central, le porche classique, l'espace interne en sphère qui était une première et une prouesse architecturale. Donc le bâtiment reprend, comme vous voyez, la disposition originale du Panthéon, il lui est superposé avec la façade classique d'un temple, mais cette façade classique d'un temple avec une coupole, c'est une première. Je vous mets ici la coupole, hein, vu comme ça ressemble vraiment à ça, hein, c'est assez impressionnant à voir. Alors je passe sur les interprétations, bon voilà, techniquement la réalisation c'est assez fou. Alors c'est pas la première coupole en briques renforcée par le béton chez les Romains, mais c'est la plus importante qui a jamais été réalisée. Et la technique de construction romaine de béton et de briques, ça assure une tenue qui, il faut dire, à toute épreuve, quoi, hein.
Alors je m'attarde pas sur la technique de construction, c'est intéressant, mais c'est vraiment pour les spécialistes. Moi, je suis loin d'être un spécialiste, surtout qu'on n'a pas la documentation d'époque sur le sujet, donc il y a encore pas mal de débats entre les gens qui s'y connaissent. Moi, c'est pas mon cas, donc je vais pas forcément m'aventurer pour dire des conneries, surtout si les gens sont pas d'accord entre eux. Donc je vous remets la façade. Donc la façade où on n'a plus les escaliers qui étaient à l'origine parce que le sol a été rehaussé fatalement. Donc vous voyez les 16 colonnes de granit qui sont réparties en 3 rangs. Il y a 2 colonnes qui ont été d'ailleurs remplacées au 17e qu'on a piqué sur les termes de Néron. Les portes de bronze sont les plus grandes que l'on ait conservées de l'Antiquité. La rotonde qui entoure ce dôme, c'est un cercle parfait de 58 mètres de diamètre et de 7 mètres d'épaisseur, avec un intérieur en plusieurs niveaux, avec un dallage de porphyre et de granit, légèrement un petit peu convexe pour laisser aller l'eau de pluie, puisque vous avez cet oculus central. Ah oui, c'est une prouesse d'architecture, ça c'est évident. Je vous ai mis l'intérieur. Et hop, j'en profite pour virer le bot qui m'a l'air très intéressé par les constructions et les Duomos, donc nous remercions le bot. Donc voilà, la coupole, bien entendu, c'est l'élément le plus impressionnant. Donc, le Panthéon, il va servir de temple païen jusqu'aux interdictions qu'on connaît de la fin du 4e. On sait qu'il est ensuite dégradé dans les pièges de la ville, par les Vandales notamment. On sait qu'on va emporter le bronze doré du toit sous l'empereur Constant II pour financer sa guerre contre les Lombards. Mais il reste, comme tous les temples, une propriété impériale, donc il va être protégé dans son intégrité, ce qui est une bonne chose. Je vous mets une photo un petit peu ancienne, mais ça vous permet de voir les clochetons, puisque le Panthéon va devenir une église en 610. Il va pas beaucoup changer jusqu'à la Renaissance, où on ajoute les clochetons qui seront détruits en 1882. On va faire aussi retirer tous les bronzes intérieurs pour les fondre. Et l'intérieur va être assez modifié au 18e dans des travaux qui vont pas mal dégrader la structure. Et finalement, tout le 20e va être consacré à la restauration et aussi à des discussions pour déterminer la nature du lieu au sens propre, pas archéologique. Lieu qui va rester une église dans laquelle la liturgie est toujours célébrée aujourd'hui. Donc voilà, c'est un modèle architectural parmi les plus célèbres de Rome. Je vous mets voilà, l'intérieur. Voilà, ça nous a été légué, modèle qui a été repris à de multiples reprises, on en trouve des équivalents partout, dont Paris, bien sûr, Panthéon. Alors moi je ne suis pas forcément hypersensible, je dois vous l'avouer. La tier list, elle comporte, comment dirais-je, des critères fluctuants. Comme j'avais dit précédemment, le côté extérieur et intérieur complètement discordant me laisse de marbre pour faire la blague. C'est pas toujours vrai, mais là ça l'est un peu. En plus, bon voilà, ce qu'il en reste, c'est vraiment l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est quelques marbres et la porte en bronze. Donc voilà, moi je le mets en... Alors est-ce que j'ai bien fait la transition? Non, hop, transitionne. Moi je le mets en... Voilà, je le mets au milieu, duo motivation. Alors c'est un bâtiment exceptionnel, effectivement, voilà, mais c'est une question de... Là pour le coup, c'est une question simplement de goût. Moi je le mets là parce que ça fait pas partie des bâtiments que je préfère. Donc j'assume. Voilà. Et j'en ai pas dit forcément beaucoup, il y a énormément de choses à dire, mais bon, encore une fois, c'est une tier list, c'est pas non plus une vidéo sur le Panthéon. Alors continuons à Rome. Hop, et continuons avec quelque chose d'encore de tout aussi connu, voire d'encore plus connu. Ouais, mais c'est bien le marbre. Non, mais beaucoup, tu vois, pour les salles de bain de, comment dirais-je, de gitans roumains qui ont réussi. Mais non, j'ai rien contre le marbre, j'aime beaucoup, mais je trouve qu'il y a une certaine dissonance intérieure-extérieure. Et puis, je suis assez insensible. C'est pas que je suis insensible au Panthéon, mais c'est beau, c'est très joli. Mais c'est pas ce que j'ai préféré dans ma vie, quoi. Et le fait que ça a été considérablement transformé. Certes, encore une fois, surtout l'intérieur, ça le décale un petit peu dans mon classement. Donc voilà, alors juste quand je dis que voilà, j'aime pas forcément les trucs en marbre, je me retrouve avec... puis juste quand je dis qu'il y a trop de choses à dire, je me retrouve avec la basilique Saint-Pierre. Alors c'est délicat de trouver les mots justes pour la basilique et sa place qui sont absolument noyés dans le gigantisme.
Alors l'édifice Saint-Pierre est bien entendu de style Renaissance, hein. Saint-Pierre s'est construit de 1506 à 1626. Et c'est la plus grande église de la chrétienté par les dimensions intérieures. Ne venez pas me parler de Yamoussoukro. On parle de dimensions intérieures et accessoirement c'est la plus importante. C'est une œuvre architecturale majeure, enfin bref c'est énorme. Alors techniquement c'est au Vatican bien entendu, c'est pas à Rome, hein, mais j'ai mis Rome là. Et c'est pas non plus la résidence du pape, ni la basilique majeure de Rome qui est Saint-Jean-de-Latran. Donc Saint-Pierre. Pourquoi Saint-Pierre c'est le lieu supposé de la sépulture de Saint-Pierre, même si j'ai dit supposé, mais on dit aussi, en tout cas l'église dit l'avoir trouvé avec certitude, c'est annoncé en 1950, mais dans le fond, c'est très quand même délicat d'en être certain. Donc ce que vous voyez là, c'est l'ancêtre de ce qu'on voit aujourd'hui, donc c'est la basilique précédente qui est construite sous Constantin, édifiée vers 325, qui avait une forme classique, hein, dans laquelle on retrouve un petit peu Saint Apollinaire le Neuf par exemple, hein, avec la nef et les bas-côtés. Et donc après avoir été un important lieu de pèlerinage pendant longtemps, elle était en ruine au XVe et on commence à envisager la reconstruction, qui va s'étaler, on l'a dit, sur un temps très long, hein, à peu près 120 ans, avec une succession de plans, même si généralement on désigne Michel-Ange comme le concepteur principal à partir de 1547, alors que le chantier était entamé déjà depuis 40 ans, qui va garder certaines caractéristiques déjà existantes des plans, comme l'immense dôme, hein, qui domine la vue sur la ville. Je vous ai mis ici un autre plan de ce qu'aurait pu être Saint-Pierre. Ça fait partie des plans alternatifs qui n'ont pas été suivis. C'est pas comme la dépouille de Saint-Marc. Non, tout à fait, mais c'est pas la seule, hein. Puisqu'on a vu Amalfi au début, c'est exactement la même chose. Ils ont récupéré une dépouille avant de la foutre chez eux. Sauf qu'ils l'ont récupérée eux en 1204. À la limite, Saint-Marc s'est récupéré par les Vénitiens d'une façon presque plus respectable. Mais peu importe. Donc vous voyez le dôme, alors je vous l'ai mis aussi en image ici, hein. C'est quand même, faut dire, c'est quelque chose, hein. Il s'élève à près de 140 mètres, il a un diamètre intérieur de 41 mètres, ce qui est inférieur au Panthéon, hein, il faut le dire, mais c'est absolument énorme, c'est visible de très très loin. La façade, elle fait à peu près 115 mètres de large, je vous mets la façade, donc 115 mètres de large, 45 mètres de haut, avec le fronton, vous voyez, surmonté de 13 statues, donc les 13 statues c'est le Christ, 11 apôtres forcément moins Saint-Pierre, et plus Saint-Jean-Baptiste. Voilà, donc vous avez 12 statues plus le Christ. Alors la façade, elle respecte le modèle qui avait été imaginé par Michel-Ange, mais je trouve que c'est, j'allais dire l'élément pas discordant, mais le moins réussi, dans le sens où il y a, je trouve, dans la façade un problème de lourdeur et de proportion, je trouve. Ce côté plus excessivement large, je trouve ça assez disgracieux. Surtout que les tours qui avaient été prévues, hein, comme je vous avais montré un des plans alternatifs, elles n'ont pas été construites, ce qui donne vraiment de la pesanteur à l'ensemble. Il n'y a pas de clocher, par exemple, en tant que tel. Bon, je suis désolé, je vais vite, il y a énormément de choses à dire, mais on est ici pour juger l'esthétique et l'histoire, on va pas non plus faire un cours. Donc l'intérieur, ouais, on est d'accord, hein, on a une façade quand même très pesante, quoi. C'est assez massif, c'est pas très gracieux, quoi. Donc l'intérieur est du même tonneau, hein. Quand vous y entrez, je peux vous dire qu'on n'a pas fait dans la dentelle, c'est tellement énorme que on n'arrive pas vraiment à se faire une idée de la taille. C'est gigantesque, mais c'est tellement énorme qu'on en perd un petit peu le sens du gigantisme. Et en plus de ça, moi ça n'est que mon goût, mais j'ai trouvé ça extrêmement surchargé, extrêmement répétitif. Moi je me suis senti vraiment écrasé par un truc assez immense, assez uniforme. Ce que je veux dire, c'est que entre les chairs, les statues, le baldaquin, la piéta, tout ce que vous voulez, c'est plus un musée à ciel ouvert, non, à ciel fermé qu'autre chose, quoi. Ça manque un peu de légèreté, quoi. Je comprends qu'on y soit sensible. Je vous ai mis, attendez, le baldaquin. Je comprends qu'on y soit sensible, mais vraiment c'est du gigantisme perpétuel, quoi. Et la place Saint-Pierre à la nef, ça ne s'arrête pas. On n'est plus dans une église, on est vraiment dans un truc. Soit on est au paradis, soit on est en enfer, je sais pas, mais on est entre les deux, quoi. Voilà.
Vous m'excuserez de m'arrêter là, on a une petite idée de l'histoire, ceux qui ont, vous qui avez les images ou ceux qui l'ont vu, vous savez à quoi ça ressemble. Moi, à titre personnel, je trouve ça plus impressionnant qu'autre chose. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est pas ça que je voulais faire, hop, voilà la transition. Je trouve ça plus impressionnant que beau, quoi. Voilà, j'ai vraiment même ce souvenir-là, même si ça commence à dater. Dès l'arrivée sur la place, de m'être dit que c'est vraiment énorme. Mais j'ai pas été transporté par la beauté, j'ai plus été effectivement transporté par le génie, la force de l'homme. Donc je m'incline, mais on peut pas le mettre tout en haut. Pour moi, Saint-Pierre, ça va dans Douo Mohamed. Je me vois pas le mettre vraiment tout en haut parce que il y a vraiment il y a vraiment trop, quoi. C'est presque trop en fait. C'est presque un étalage. Certes, hein, encore une fois, de la force des convictions religieuses, de la force du pouvoir temporel et spirituel du pape, de plein de choses. Mais c'est un peu too much, quoi. Voilà, c'est presque vulgaire, si j'ose dire le mot, quoi. Il y a un petit peu de ça. Mais voilà, je comprends qu'il y a des gens, c'est très divisé d'ailleurs. Je lisais un peu, il y a des gens de culture qui ont trouvé ça exceptionnel et d'autres qui ont trouvé ça trop. Voilà, donc je suis content à peu près d'avoir trouvé des gens plus intelligents que moi qui partageaient mon analyse. Non, non, c'est pas de l'hérésie. Je vais pas finir en luthérien pour autant, et je suis pas pour qu'on se réunisse dans des cabanes, hein. L'église, elle a une fonction de représentation aussi, c'est pas un souci, mais je trouve que là c'est... Puis il y a l'art comment dirais-je, de cette époque-là, peut-être aussi parce que j'apprécie moins l'époque, bah, ça me laisse un petit peu moins d'impression et de sentiments favorables, quoi. Voilà. Alors, eh ben, finissons-en avec la 10e, que je vous remets en image. Hop, voilà. Saint-Paul-hors-les-Murs, la basilique. Hein, voilà, on en finit avec Rome et le Latium, comme ça on partira pour la seconde partie dans 2 semaines. Donc pourquoi Saint-Paul-hors-les-Murs? Eh bien, tout simplement parce qu'elle se trouve à 1 ou 2 kilomètres de l'enceinte principale de Rome, qui est le mur d'Aurélien. Alors comme Saint-Pierre doit être le lieu de sépulture de Saint-Pierre, la basilique Saint-Paul doit être située sur le tombeau de Saint-Paul, qui doit avoir été enterré en un endroit qui faisait à l'époque partie d'une grande villa romaine. Et comme pour Pierre, le tombeau devient quasiment dans la foulée un lieu de vénération pour la communauté chrétienne de Rome. Donc Saint-Paul hors les murs, donc avec voilà, la tombe de Saint-Paul censée se trouver sous l'autel. Tombeau retrouvé, hein, d'ailleurs, dont l'époque colle avec Saint-Paul selon certaines datations. Mais bon, encore une fois, on peut pas vraiment être certain du fait que ce soit réellement Saint-Paul. Non, mais l'église, elle a une fonction, encore une fois, de représentation. Elle représente, ça dépend par qui elle est bâtie d'ailleurs, mais puisqu'on a vu pour Bologne, hein, c'est une construction ordonnée par l'autorité civile, mais elle a une fonction de représentation de la richesse d'une ville, bien entendu, surtout en Italie, hein, pays de cités-États. Mais effectivement, elle a aussi une représentation spirituelle de l'élévation vers Dieu et tout ce que tu veux. Donc c'est non, mais sans que ce soit forcément une ville évêchée. Hein, tu as des églises et des basiliques qui ne sont pas cathédrales, donc qui ne sont pas le siège d'un évêché et qui sont absolument impressionnantes. Mais on est d'accord sur la fonction représentative. Après, c'est une question de goût, d'histoire, de choses comme ça. On peut pas mettre Saint-Pierre tout en bas non plus, mais voilà, c'est une question de goût personnel. Donc Saint-Paul, alors comme pour Saint-Pierre, mais là, c'est une première basilique à la base qui est érigée sur les lieux sous Constantin en 324 pour le coup. On n'en a plus qu'une toute petite partie près de l'autel central de la basilique actuelle. Elle va être entièrement reconstruite en 391 et consacrée vers 400, plus grande. Plus grande que Saint-Pierre à l'époque, plus grande que la basilique Saint-Pierre. Elle reste quasiment intacte, même si bon, on a quelques ajouts qui sont faits bien entendu. On a un arc de triomphe intérieur qui est ajouté au 5e, on va ajouter des mosaïques, on va ajouter un sol en marbre au 8e, le clocher date lui du 11e. On va avoir des ajouts intérieurs, des réparations, voilà, il va y avoir un raid de sarrasin aussi contre la basilique, mais bon, voilà, on bricole dessus pendant des siècles, mais ce sont des ajouts. C'est une transformation, mais on reconnaît encore le bâtiment
d'origine. Voilà, je vous ai mis là l'aspect en 1750. Donc vous voyez les ajouts de façade habituels, mais la structure du bâtiment reste la même. Le problème, c'est que la basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs, elle va être presque entièrement détruite en 1823 par un incendie provoqué par des ouvriers qui travaillaient sur un chantier de réfection, ça nous rappellera quelque chose. Donc là, je vous ai mis l'aspect de la basilique après l'incendie. Incendie donc qui détruit une des rares églises de Rome qui avait gardé son caractère un petit peu original. Et donc ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une reconstruction qui débute à partir de 1826 et une église qui sera terminée en 1854. Donc je vous remets la façade, voilà. Donc c'est la deuxième plus grande des 4 basiliques patriarcales de Rome. Elle fait quand même 130 mètres de long, 65 mètres de large, 30 mètres de haut, donc c'est quand même un beau bâtiment. Les mosaïques que vous voyez de la façade, elles ont été refaites entre 1845 et 1874, en tentant de reproduire la mosaïque originale qui avait été ajoutée au bâtiment au 10e, donc vous voyez ici la mosaïque. Le marbre polychrome qui couvre les murs et la porte de droite, ce sont des éléments plus anciens. La porte, alors je vous remets l'image d'avant, bougez pas, hop, on la voit peut-être pas bien. Non, la porte de droite, c'est un élément qui a été conservé, elle date du 11e et elle est sur le modèle des portes de la cathédrale d'Amalfi dont on avait parlé au début. En même temps, elle avait été commandée par le consul d'Amalfi à Rome, donc ça paraît logique. Donc l'intérieur, hop, voilà. Donc l'intérieur, croix latine habituelle en 5 nefs qui sont divisées par des rangées de 20 colonnes en granit avec le mur et les sols en marbre, les murs et le sol en marbre polychrome. Ce que vous voyez sur les murs, ce sont les portraits de tous les papes, de Saint-Pierre à François. Je ne sais pas s'il y a Léon XIV qui a été ajouté depuis, j'en ai aucune idée. Et au-dessus de ces portraits, vous avez des fresques de la vie de Saint-Paul. Et sous la basilique, on trouve encore des milliers de sépultures qu'on exhume de temps en temps, paléo-chrétiennes. L'arc de triomphe, par contre, que je vous ai mis là, qui sépare le transept de la nef, a gardé une large partie de son caractère original. Il a simplement été restauré, donc c'est toujours l'arc du 5e pour le coup. Certaines chapelles ont échappé aussi à l'incendie, elles vont conserver leur caractère d'époque. Vous y trouvez encore quelques fresques du 13e, du 12e. Voilà, donc vous avez encore des éléments qui sont entre guillemets anciens et d'origine. Donc voilà pour Saint-Paul-Hors-les-Murs. Hop, j'enlève le diapo. Je fais la transition. Alors bon, vous connaissez maintenant mon habitude. Au-delà de la reconstruction, je lui trouve rien d'exceptionnel. Je l'aurais mis au milieu, mais cette reconstruction entière du 19e lui enlève un rang. Donc elle va aller en duo mollusque, parce qu'on en a quand même encore beaucoup à traiter, donc il faut rester raisonnable. Et moi, à titre personnel, j'ai rien ressenti, et on sent vraiment cette église nouvelle rebâtie entièrement, et ça manque un petit peu effectivement de côté historique. Voilà. Même si, encore une fois, je vais cochon qui s'en dédie, mais je vais me dédire quelquefois pour certains duomos qui ont été arrangés au fil du temps et que je mettrai quand même tout en haut, mais encore une fois, il rentre dedans une large partie de goût personnel, hein. Donc chacun fera son classement par la suite. Donc voilà, on a fini les 10 premières. Alors il y en a certaines qui sont vraiment très caractéristiques, que ce soit à Ravenne, à Bologne ou Saint-Pierre, le Panthéon aussi. Il y en a d'autres qui sont un petit peu moins, Parme est un petit peu plus classique, à Trie, c'était pour mettre aussi, on va dire, une petite, un duomo des Abruzzes pour remplir le quota régional. Matera, rien d'exceptionnel non plus. Amalfi, c'est vraiment tout ce que je déteste, mais il nous en reste vraiment beaucoup d'exceptionnels, donc voilà. Voilà pour ce soir, on en a fini avec cette première partie de la tier list en 3 parties. Donc on a respecté le timing, c'est plutôt bien. Les deuxième et troisième parties devraient être à peu près équivalentes. Donc du coup, voilà pour ce soir. On se retrouve vendredi pour faire du Verdun. Parce que il faut que je meuble un petit peu. Il y aura du Verdun, du GeoGuessr jusqu'au début de la partie sur Europa Universalis, donc sur le multijoueur.
Donc vendredi Verdun, dimanche on parlera littérature russe avec ce livre magnifique qui est Le Maître et Marguerite de Bulgakov. Et normalement, pour faire un programme boucler la boucle sur une semaine, normalement mercredi prochain, le 27 août, Skiros viendra nous finir la révolution industrielle. Je vais d'ailleurs lui envoyer un message dès que j'ai terminé la vidéo pour voir s'il est toujours ok, et toujours présent et toujours disponible. Donc voilà, normalement on finira la révolution industrielle. Ouais, non, je pense que sur EU4, non mais t'inquiète pas, je vais préparer la chose. Là, j'ai encore une petite heure. Je vais commencer à préparer tranquillement la partie sur EU4. Je vais faire un petit message pour ceux qui n'ont pas encore assuré leur présence. Et je vais faire la liste des joueurs et puis je vais regarder après les pays, mais on verra ce qui va se passer sur EU4. T'inquiète pas, je vais essayer de faire quelque chose de correct. Voilà, donc on se retrouve, pour ceux qui auront apprécié la vidéo, on se retrouve dans 2 semaines pour la suite, donc toutes les 2 semaines comme d'habitude. On aura encore plein de tier lists sympathiques qui vont arriver, et peut-être que l'an prochain je ferai 30 Duomo autres, parce que là j'ai quand même passé sur certains pour privilégier un petit peu une présence régionale, voilà, de certaines régions qui étaient un petit peu moins riches en édifices religieux d'exception. Voilà, bon bah allez, bonne soirée à tous, on se retrouve vendredi. Pétain, si tu veux jouer à Verdun aussi, hein, c'est avec plaisir. Il me semble que tu y as déjà joué, je crois que j'avais fait une partie avec toi il y a très longtemps, mais tu seras le bienvenu, sinon je l'en ferai ça tout seul, moi ça me dérange pas. J'aime bien aussi pouvoir me concentrer, mais bon, voilà. Donc bonne soirée à tous, allez à bientôt et portez-vous bien.